Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un autre décor puisque je suis en vacances chez mes parents pour quelques jours et je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer une vidéo devant leur bibliothèque. Vous pouvez apercevoir la collection de BD de mon père qui est assez impressionnante et ce qui fait un fond fort sympathique, puis ça change un peu, c'est sympa. J'ai profité de mes vacances pour lire, bien évidemment, et notamment pour lire des graphiques, de la bibliothèque de mon père et de la bibliothèque de mon frère qui sont restés ici, et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous les présenter aussi. Je vous propose qu'on commence tout de suite. La première BD que j'ai lue en arrivant ici, c'était une relecture. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la réécriture de La Belle et la Bête qui normalement devrait sortir avant celle-là. J'ai relu du coup La Belle et la Bête de Patrick Sombral aux éditions Delcourt, tout simplement parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas relu. C'était une BD que j'avais déjà relue à plusieurs reprises il y a des années puisque je l'apprécie particulièrement et que là, comme je voulais en parler en vidéo, je voulais être sûre de pas louper des petits trucs. D'ailleurs, je vous ai fait un clip du futur dans la vidéo en question. Donc j'ai beaucoup apprécié cette relecture. Je l'ai redécouverte un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées tout simplement. C'est pour moi une bonne réécriture très sombre de La Belle et la Bête, comme je le disais, dans un cadre un petit peu végétal et avec des enjeux qui sont pas ceux du conte de base, pas que, et qui sont très chouettes. Et j'aime particulièrement les dessins de Patrick Sombral en adulte en tout cas, ce qui est différent, qui sont un peu différents de ce qu'il peut faire pour les légendaires par exemple. Et voilà, j'ai passé un très bon moment à relire ce livre et je pense qu'il est assez peu connu, ou en tout cas quand il est sorti on n'a pas beaucoup parlé par rapport à sa série de base et depuis on n'en parle pas beaucoup. Donc je me suis dit que ça méritait quand même de vous le présenter, même si la Patrick Sombral en lui-même n'est plus forcément à présenter. Ensuite, j'ai lu deux livres de ma bibliothèque personnelle que j'ai emmenés en vacances parce que je les avais achetés juste avant de partir et qu'ils me faisaient très envie. Je sais pas si mes achats livresques de juillet seront parus avant cette vidéo ou après. Il est possible du coup que vous ne les ayez pas encore vus, mais vous les verrez maintenant, puis vous les reverrez dans les achats livresques, c'est pas très grave. Le premier, c'est le tome 14 de Princesse Sarah de Alouette Moretti et Palescandolo, j'imagine à la couleur, chez Soleil Édition. Princesse Sarah, c'est une réécriture du roman du même nom dans un univers steampunk très coloré. Les 5-6 premiers tomes sont sur l'histoire de la Princesse Sarah de base, alors twisté dans ce truc steampunk avec des automates, mais plus ça va, plus après on s'éloigne de ce médium de base et on voit Sarah qui grandit et qui devient complètement autre chose. J'ai bien aimé ce tome là, c'est clairement pas un de mes préférés. Je trouve que depuis 2 ou 3 tomes, pareil, ça s'essouffle un petit peu. On a plus de mal à voir où ça va et ce qui va en être la finalité en fait, ou ce que ça va donner. Ce que j'apprécie, c'est la relation qui se développe de plus en plus entre Sarah et Lavinia, qui, si vous avez vu le dessin animé ou si vous connaissez un petit peu l'histoire de base, alors je sais pas si c'est dans le livre parce que j'ai pas lu le livre, mais en tout cas dans le dessin animé, ne s'apprécie pas trop. Et là, en grandissant, leur relation évolue et il y a même un questionnement qui a l'air de s'esquisser du côté de Lavinia, en tout cas sur des sentiments possiblement romantiques par rapport à Sarah. Donc je trouve ça intéressant, même si je trouve que parfois c'était un peu fait avec des gros sabots dans ce tome-là. Après, voilà, peut-être que je suis pas le public, je suis plus le public cible pour cette BD qui est quand même relativement jeunesse young adulte, et que c'est pour ça qu'ils ont voulu marquer un petit peu plus le propos. Mais voilà, je trouve que des fois c'était un peu too much, en tout cas. Les dessins sont toujours magnifiques. Moi, je suis extrêmement fan du trait. Alors il y en a certains que je préfère à d'autres, certains qui sont peut-être un petit peu moins travaillés peut-être, mais j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup la mise en couleur. Ça reste intéressant, il y a toujours des choses un petit peu haletantes, des fins un petit peu brusques qui me donnent envie de lire la suite, mais je trouve moins d'engouement que pour les premiers tomes, donc j'espère que ça va se rattraper à un moment donné, ou qu'on va arriver à une fin quelconque qui soit très satisfaisante, parce que là voilà, j'ai peur que ça s'essouffle et que on perde un petit peu l'attachement de base. Donc, à voir. J'ai passé un bon moment, ça reste une série de BD que j'apprécie beaucoup, mais j'attends de voir ce que ça va donner
par la suite tout autre registre, mais également dans mes BD personnels. J'ai lu Idéal Standard de Haute Picot aux éditions d'Argo. Alors si je vous en ai pas encore parlé en achat livresque, c'est les rééditions qu'ont fait d'Argo, Casterman et des grandes maisons d'édition de bande dessinée, donc sur des petits formats comme ça, de leurs best-sellers dans certaines catégories, et qui sont autour de 9,50€, 10€, donc hyper intéressant pour découvrir des BD qui ont hyper bien marché. Il y a notamment Pucelle qui est sorti dans ces collections que j'ai lu il y a 2 ans, que j'avais beaucoup aimé, qui est un récit hyper dur de récit féministe hyper dur avec une petite fille qui grandit dans un environnement pas très cool et qui a une vision de son corps un petit peu difficile, on va dire. Il y a aussi Salem que j'ai pas encore lu mais qui me fait très envie, qui est sorti dans cette collection. Enfin, il y a beaucoup de choses, et moi j'avais très envie de découvrir cette BD depuis très longtemps. Elle est dans ma wishlist depuis des années et j'avais jamais sauté le pas parce que je l'avais jamais trouvée. Et là, j'ai mis la main dessus, je me suis dit que c'était l'occasion et je le regrette absolument pas. J'ai passé un super moment. Ça raconte du coup l'histoire de cette jeune femme qui a la trentaine, je crois, au début du récit, qui est infirmière en néonat et qui cherche l'amour. Globalement, c'est le petit de base, et qui se rend compte que dans le monde dans lequel on vit, avec les stéréotypes de genre et les rôles genrés, tous les a priori et toute la pression qu'on met sur les uns et les autres, bah, c'est pas si facile que ça. Ça parle de beaucoup de choses, ça parle de féminisme, ça parle de genre, ça parle de stéréotypes, ça parle sur les passages où elle est au boulot, ça parle des nouveau-nés qui sont en néonat et qui ont déjà pas la vie facile au départ, et c'est extrêmement tendre, extrêmement touchant. Je sais pas, ces passages-là, moi c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué, parce que la néonate c'est un monde à part entre guillemets, et quand on connaît un petit peu, ça peut que résonner. Et je trouve que c'était très bien joué de la part de l'autrice. On sent vraiment qu'elle connaît son sujet, en tout cas qu'elle s'est renseignée là-dessus. Je sais pas si c'est à minima autobiographique, mais en tout cas ça pourrait l'être. Sur l'aspect des relations amoureuses aussi, ça traite de beaucoup de choses. Il y a au départ ce personnage qui fantasme beaucoup et qui en fait se prend un peu la vie dans la figure, et ses fantasmes disparaissent un petit peu au fil de l'eau, et elle se dit que finalement elle va trouver une autre façon de faire, mais que peut-être que ce sera pas aussi fantastique que ce qu'elle imaginait. En tout cas, il y a tout un jeu avec les couleurs aussi que j'ai trouvé très intéressant. Le gros du récit est en noir, blanc et jaune, et puis on a des petits passages en bleu quand c'est au travail, et en rose quand c'est un petit peu l'aspect fantasme relationnel. Et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment très bien joué, parce que ça permet de mettre des petites pointes, des petits accents sur certaines choses, et que c'était une très bonne façon de narrer ces problématiques-là. C'est globalement une histoire assez féministe, assez engagée, mais qui fait bien réfléchir, sans gros sabots pour le coup, sur beaucoup de choses. Et il y a aussi des discussions que la personnage principale peut avoir avec ses copines, etc., qui sont hyper intéressantes pour déconstruire un petit peu pas mal de notions. Enfin voilà, j'ai passé un très bon moment. Je regrette pas du tout mon achat, surtout à ce prix dans cette collection, puis je trouve que le format est très agréable, très agréable à lire. Il fonctionne très bien pour moi, pour cette BD, parce que ça reste extrêmement lisible, extrêmement clair, et ouais, je le trouve très mignon, et je trouve que franchement pour le prix c'est pas du tout dérangeant. Alors j'ai pas enlevé encore l'autocollant, mais c'est un autocollant qui s'enlève, c'est pas un truc tout moche qui va être figé sur ma couverture sans attendre. Je vais l'enlever avant de la ranger dans ma bibliothèque, mais en tout cas je ne peux que vous le recommander si c'est des sujets qui vous intéressent, si c'est des problématiques qui vous touchent. J'ai passé un très bon moment, c'est à la fois léger et profond, et c'est vraiment extrêmement bien dosé. Donc si jamais, en plus, voilà, à ce prix-là, c'est toujours l'occasion. On replonge dans la bibliothèque familiale et notamment paternelle. J'ai vu dans sa bibliothèque, quand je suis arrivée, un livre que j'avais jamais remarqué, 3 ombres de Cyril Pedrosa, que je veux lire depuis très longtemps aussi. Je pense que pareil, j'avais mis dans ma wishlist et que j'avais jamais réalisé qu'il était dans la bibliothèque de mon père. C'est publié aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing. Pourquoi pas. Cyril Pedrosa, je l'ai découvert l'année dernière avec la duologie L'Âge d'Or, qui est une espèce de fresque entre la fantaisie, le conte, la guerre un peu sanglante parfois, de cette jeune reine qui essaie de reconquérir son royaume. C'est
magnifique, c'est plein de couleurs, c'est en termes de travail graphique, moi ça m'a ébahi et j'ai trouvé que sur les travails de mise en page, etc., il y a des trucs très très intéressants. C'est des beaucoup plus gros formats que ce livre-là, hein. C'est des trucs assez mastoc. J'avais passé des super moments de lecture avec ces bouquins, et donc quand j'ai vu celui-là dans la bibliothèque paternelle, j'ai sauté dessus, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors c'est très très différent de l'âge d'or, c'est un livre qui a écrit avant, dans le sens où c'est déjà exclusivement en noir et blanc. C'est encore une fois pas du tout le même format. Sur le style graphique, par contre, on retrouve bien la patte de Cyril Pedrosa, et dans le caractère design, dans les sujets abordés aussi, il y a quand même pas mal de choses où ça accroche déjà. Il y a notamment des personnages féminins qui sont quand même assez badass, qui prennent leur histoire en main, en fait, tout simplement, qui sont, voilà, on peut déjà un petit peu voir dans celui-là, et qui continuent dans l'âge d'or. C'est une espèce de, j'ai envie de dire, conte, encore une fois, un peu macabre, un peu gothique dans certains aspects, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent la nuit, il y a une espèce d'ambiance un petit peu inquiétante avec ces trois ombres hyper mystérieuses qui plane sur l'histoire de cette famille qui au départ était hyper heureuse, vivait hyper bien dans sa petite maison dans la prairie, j'ai envie de vous dire, et puis en fait ces ombres arrivent et bah, ça va tout changer, et ça va engendrer beaucoup de tensions, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. J'ai trouvé extrêmement bien joué en termes de narration, encore une fois, parce que y a cette tension qui existe toujours, et ça va être ce que les personnages vont en faire, en fait. Il y a ce petit garçon qui reste extrêmement innocent par rapport à ça, et puis ces deux parents qui essaient de trouver des solutions qui sont pas forcément les bonnes, mais qui sont les leurs, et qui sont pas les mêmes non plus les uns et les autres, donc ça va créer des tensions, encore une fois, chez eux et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont traitées, et puis après, il y a une espèce d'aventure, de fuite en avant qui va se jouer, avec une fin qui m'a tiré quelques petites larmes, hein, je peux vous le dire, avec un message derrière qui est extrêmement beau, extrêmement touchant. J'ai trouvé que voilà, c'était un très très beau récit, une très très belle histoire, qui, je pense, comme l'âge d'or, va me rester en tête un moment. Et encore une fois, j'ai beaucoup apprécié le style graphique de Cyril Pedrosa, même si c'est complètement noir et blanc. J'ai trouvé qu'il y avait des jeux sur les traits, où certaines fois, surtout au début, ils sont très affirmés, très précis, et puis dans des moments où c'est plus la nuit, ou plus dans certaines circonstances un peu inquiétantes, on passe plutôt à du crayonné, des choses plus suggérées, et c'est pareil, ça joue hyper bien, en fait, sur le jeu d'ambiance, etc. On comprend bien le truc, puis on a toujours ces dessins d'ombre qui bougent au fil des pages, etc. Enfin, voilà, tout ça mis ensemble rend une ambiance folle, et j'ai passé un très très bon moment, et je ne peux que vous le recommander. Il est sorti, encore une fois, il y a quelques années, hein, c'est pas une parution récente du tout, mais que ce soit sur ce livre-là ou sur l'âge d'or, je pense que Cyril Pedrosa vaut le détour. Et ensuite, et enfin, je vais vous présenter deux BD de la même série. Encore une fois, c'est pas des parutions récentes du tout, mais bon, faut varier un petit peu, hein, je lis pas que les BD qui viennent de sortir, et encore une fois, c'est des livres que j'ai envie de continuer, parce que c'est une série que j'avais commencé il y a plusieurs années, mais que j'ai envie de continuer depuis très très longtemps, et j'ai jamais pris le temps. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion d'être en vacances et de pouvoir me poser un peu là-dessus. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Sambre de Isler aux éditions Glénat. Alors le tome 2 est une édition collector un peu abîmée, mais en même temps le bouquin est plus vieux que moi parce qu'il est sorti en 1990. Donc il a vécu un petit peu, hein, quand même. Et du coup le tome 3 est en version classique, mais édition originale ou quasiment, je pense. Tous les deux sont parus chez Glénat. Depuis, il y a eu de nombreuses rééditions. Je pense, moi, j'avais le tome 1 dans une édition beaucoup plus récente, avec des couvertures peut-être un petit peu plus modernes que ces détourages blancs là, un petit peu datés, mais voilà, qui sont sympathiques. Cette édition intégrale est intéressante dans le sens où, alors je sais pas du tout ce que ça donne dans le tome 2 de base, mais je pense qu'on n'a pas ça. Il y avait pas mal de passages avec des écrits, en fait, en mode journaux, qui reprenaient pas mal des événements du tome 1, ce qui m'ont arrangé beaucoup parce que ma lecture du tome 1 date énormément, et qui du coup embrayait sur les histoires du tome 2. Et alors ils le disent au début, il y a aussi des planches qui sont pas parues dans la version originale et qui sont restées à l'état de crayonné. Je sais pas si je vais réussir à vous en trouver une.
comme celle-là par exemple. Et du coup, pareil, il y a un espèce de jeu entre les pages de la version classique et celle-là qui sont hyper intéressants parce que on a le crayonné et puis les pages vraiment travaillées jusqu'au bout que moi j'aime beaucoup. Pareil sur le fait que les pages soient pas blanches de base, je trouve que ça rend un côté hyper intéressant aussi sur la couleur, en plus avec le jeu des noirs, blancs, rouges, là c'est très très beau. Sambre, c'est une histoire qui est assez connue je pense en bande dessinée, hein. Je débarque comme ça, mais probablement vous avez entendu parler si vous lisez un petit peu de la bande dessinée, c'est une espèce de fresque historique familiale dans les années 1840, 1850 et même au-delà je pense, parce qu'il y a beaucoup de séries sur tous les descendants un petit peu des personnages qui se passent là pendant du coup la révolution de 1848 pour ces 2 tomes-là et qui raconte l'histoire de Julie et Bernard qui sont les enfants Sambre, qui, enfin lui il a un enfant Sambre, elle est une fille naturelle d'un mec très très chelou et ils essaient de vivre une histoire d'amour mais c'est pas si facile et il y a des gens qui meurent et il y a beaucoup de violence, beaucoup de trucs pas très très cool globalement. En plus on est à Paris dans une époque où il fait pas très bon y vivre si on n'a pas de sous globalement. C'est très beau. C'est vraiment très très joli en termes de graphisme. Après, c'est des histoires qui sont très très dures globalement sur les thèmes abordés, sur le point de vue même, parce qu'on est vraiment sur un point de vue assez froid, assez extérieur, qui montre bien un peu la violence des personnages entre eux, etc. Enfin, sur le ton du récit, c'est clairement pas la joie, mais c'est très beau, c'est très intéressant. Je vais essayer de lire la suite plus rapidement que ce n'a été le cas pour ces tomes 2 et 3, parce que j'ai bien envie de voir où ça va mener en fait, parce que là, sur la fin du tome 3, il y a eu des petits retournements de situation, changement d'allégeance, etc. Donc à voir un petit peu ce que ça donne. Clairement, on sait que ça va pas bien finir, hein, mais à voir comment ça va finir, en tout cas. J'ai passé un bon moment, je suis contente de découvrir ce monument de la bande dessinée, si on peut dire, même si je trouve que c'est toujours un peu ridicule de dire ça comme ça. En tout cas, j'ai passé un bon moment et je trouve que c'est une histoire qui vaut le coup d'être découverte. Et c'est tout pour cette vidéo, du coup merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me parler de vos dernières découvertes graphiques, de vos anciennes même, si comme moi vous exhumez des fois des parutions beaucoup plus vieilles de vos étagères ou des étagères de vos parents, parce que des fois on trouve des trucs très très chouettes. Comme d'habitude, moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.